Les réformes et les projets de réforme passent, mais la mobilisation pour ceux qui sont hostiles à ces réformes a bien du mal à se mettre en place. C'est avec Gabriel Attal ce matin que nous sommes, qui est député de La République En Marche dans les Hauts-de-Seine. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Alors ce week-end, un événement a suscité l'admiration de beaucoup de Français et d'étrangers. Celui de Mamadou Gassama, qui est un ressortissant malien, sans papier, 22 ans, et qui a sauvé, au prix d'un exploit sportif incroyable, un petit enfant d'une chute qui aurait pu être mortelle. Alors il a été reçu ce matin par le président de la République, qui lui a promis une naturalisation, c'est-à-dire plus que des papiers, la nationalité française, et une intégration possible chez les sapeurs-pompiers de Paris. Qu'est-ce que vous inspire cet événement heureux ? D'abord, c'est vrai que c'est un acte exceptionnel et d'un courage exceptionnel qui a été réalisé. Et je pense que la décision du président est extrêmement exemplaire parce que je pense que notre pays a besoin de héros français. D'accord. Et que la France évolue, le pays évolue, des personnes nous rejoignent et c'est important de pouvoir les intégrer et pouvoir donner à notre pays de nouveaux héros qui donneront l'exemple aux nouvelles générations aussi. Un beau visage donc. Ouais. Ok, alors pendant ce temps-là, c'était plutôt les opposants qui faisaient parler d'eux, notamment la France Insoumise, qui promettait une marée populaire samedi dans les rues de France. Et puis cette marée n'a pas eu lieu, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de monde. À peine 80 000 personnes si on cumule tous les manifestants. Comment vous expliquez que cette mobilisation, appelée de ses voeux par la France Insoumise, mais aussi par les syndicats, la CGT notamment, n'arrive pas à se mettre en place? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on porte des réformes qui transforment le pays, qui sont des réformes qui ont été validées par les Français au moment des élections. On applique notre programme, et que donc il y a une légitimité à agir dans ces domaines. Par ailleurs, on le fait en concertant les syndicats, en les recevant. Eux disent que non. Eux disent que non, mais on pourrait reprendre tout le calendrier des réunions qui ont eu lieu depuis le début sur l'ensemble des projets de loi et des projets d'ordonnance qui ont été portés. La concertation, elle est là. Et d'ailleurs, le projet de loi sur la SNCF, par exemple, qui est un des plus d'actualité, il intègre des modifications, des droits nouveaux qui ont été obtenus dans la discussion avec les syndicats. Puis il y a une deuxième raison que vous avez résumée dans votre propos, quand vous disiez à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et des syndicats. Moi, ce que je constate, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui se prétend être la voix du peuple et des travailleurs, est en train de devenir le premier ennemi des syndicats. À force de cannibaliser le débat social, de tout faire tourner autour de lui, il en vient à étouffer les syndicats qui n'ont plus de voix. Il est en train d'éteindre le débat social dans ce pays en personnalisant autour de sa personne, de son mouvement politique. Et je pense que les syndicats ne doivent pas en être très, très heureux. Son égocentrisme gâche tout ? Oui, de l'égocentrisme et de la récupération politique. Les syndicats, ils souhaitent pouvoir exprimer des idées, pouvoir exprimer des opinions, des propositions, des inquiétudes et des oppositions, sans doute. Mais la récupération politique de Jean-Luc Mélenchon est en train vraiment d'asphyxier les syndicats qui ne peuvent plus faire part de ces propositions, puisque la seule chose dont on parle quand il y a des manifestations comme celle-là, c'est des propos outranciers de Jean-Luc Mélenchon, de son entourage. Il y en a beaucoup, et puis il y a des affiches aussi. Il y a une affiche qui montrait samedi Emmanuel Macron en uniforme nazi avec un brassard israélien. Oui, c'est inadmissible, mais c'est comme les effigies du président. C'est de l'islamo-gauchisme, ça ? Moi, je ne veux pas dire qu'il y a un lien entre la France Insoumise et ses actes. En revanche, ce qui serait bien, c'est que la France Insoumise le dise elle-même et qu'elle soit en mesure de dénoncer ce type d'actes. Quand on a vu une effigie du président pendue ou avec une balle dans la tête ou brûlée, c'est inadmissible. On ne peut pas avoir ça dans la République. Et c'est aussi des actes qui vont contre les syndicats, contre les syndicalistes qui manifestent de bonne foi. Là aussi encore, la France Insoumise, elle doit faire la part des choses pour permettre que le débat social s'exprime sereinement. Alors vous parliez de la réforme de la SNCF qui est effectivement d'actualité. Est-ce qu'on va sortir de ce conflit d'ici à la mi-juin par exemple ? Ça c'est au syndicat. Parce que normalement, le projet de loi va être... il est au Sénat actuellement, puis après il y aura une commission mixte paritaire sans doute pour accorder les violons entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et la loi sera là, quoi. C'est l'objectif. On verra ce que dit la commission mixte paritaire. Je pense qu'il y a un chemin possible pour s'accorder avec le Sénat sur un texte rapidement. S'agissant de la grève, c'est au syndicat de le dire. Moi, j'ai entendu Laurent Berger ce week-end dire qu'il souhaitait que le mouvement puisse arriver à son terme le plus rapidement possible. J'ai entendu le Premier ministre qui a donné de nouveaux gages. Sur la dette. Sécurité, sur la dette, sur le caractère incessible des parts de la SNCF qui est inscrit dans la loi quand même, on le met dans la loi. Tout ça normalement devrait permettre de rassurer un certain nombre d'acteurs. Je suis attentif à ce qui va se passer, optimiste. C'est compliqué. En tout cas, ce que je constate, c'est que toutes les garanties
qui ont été données par le gouvernement donnent aux syndicats des raisons d'être optimistes. Ok. Alors, il y a Bruno Le Maire qui a fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière, le week-end dernier, en disant si le front de lutte contre le chômage s'améliore, si l'emploi revient, eh bien, on baissera les aides sociales. C'était une bourde ou c'était quelque chose de réfléchi? Moi, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je considère que notre modèle social, il est là pour s'adapter à la réalité de la société. Et que la société, elle évolue et qu'on a vu notre modèle social évoluer depuis plusieurs décennies. Oui, enfin, on a encore beaucoup de chômage quand même. On a encore beaucoup de chômage. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a vu les familles monoparentales augmenter et donc notre modèle social, protection familiale, s'est adapté à cette nouvelle évolution. Là, on a une reprise économique. Il y a encore beaucoup de chômage. Il n'y a jamais eu autant de création d'emplois en France que depuis 7 ou 8 ans. On a une croissance économique qui commence à repartir. Dans ces conditions-là, il faut baisser les aides sociales? Dans ces conditions-là, si on se rend compte qu'il y a plus d'opportunités d'emploi pour les Français, il ne s'agit pas de baisser les aides sociales. Il s'agit de dire comment est-ce que notre modèle social et les prestations qui sont proposées aujourd'hui sont efficaces pour inciter à la reprise d'emploi. C'est ça pour moi le sujet. Il ne s'agit pas de faire du rabot. Si on avait envie de faire du rabot, on n'aurait pas augmenté le minimum vieillesse, on n'aurait pas augmenté l'allocation adulte handicapé. Ce n'est pas notre logique. Notre logique, c'est de réformer structurellement, de regarder quels sont les dispositifs qui sont utiles et efficaces, en gardant une ligne rouge qui est celle de la solidarité. D'accord. Alors, il y a 3 sujets dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont au cœur justement de la lutte contre le chômage. C'est la réforme de l'assurance chômage, la réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle. Ouais. Où en est-on sur ces 3 sujets qui sont capitaux pour l'avenir économique de la France? Ils sont capitaux et ils s'inscrivent dans la logique qui est celle d'Emmanuel Macron depuis la campagne, qui est de dire qu'on veut aider les Français à s'émanciper, et notamment par le travail et la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des inégalités sociales énorme sur ce sujet-là. Vous avez la formation professionnelle, par exemple. Un ouvrier a 10 fois moins de chances qu'un cadre supérieur aujourd'hui de bénéficier de la formation professionnelle, alors qu'il en a sans doute 10 fois plus besoin. Donc, parce que cette formation professionnelle va à tous ceux qui ont déjà un emploi souvent. Hein. Oui, parce que c'est les cadres supérieurs qui souvent trustent ces formations, parce qu'ils ont plus d'informations, parce qu'ils ont plus d'accompagnement. Et parce quoi le nouveau système va permettre justement à ceux qui voient les portes fermées, qui leur permettent d'accéder à ces formations? On fait sauter des intermédiaires. Voilà, il faut qu'il y ait un accès plus direct entre les travailleurs et la formation professionnelle. Donc tout ça est simplifié avec une application, avec un système beaucoup plus souple et beaucoup plus accessible. On fait en sorte que... Et quand vous n'avez pas d'application, quand vous n'avez pas d'Internet, comment vous faites? Évidemment, il y a aussi des conseillers qui resteront disponibles. Et dans l'entreprise, on fait aussi confiance aux partenaires sociaux et au patronat pour qu'ils puissent aider à ça. Mais on passe d'un système où le compte formation était crédité en heures et on le crédite en euros. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus compréhensible pour les salariés pour savoir quelle formation ils peuvent obtenir. Voilà. C'est un point important parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la formation professionnelle 33 milliards. Depuis des années. On en rajoute, c'est important parce qu'il faut financer, mais l'argent ne va pas au bon endroit. Il était... en fait, c'est la tubulure qu'il faut refaire. Absolument, on la refait, on simplifie tout ça et on fait en sorte que des Français qui en ont le plus besoin puissent en bénéficier. Et sur l'apprentissage, les régions sont très en colère parce que justement, elles ont un sentiment que c'est les branches professionnelles qui vont récupérer la gestion de l'apprentissage. Au contraire, on leur fait confiance. Il y aura une dotation de 430 millions d'euros, je crois, qui va leur être apportée pour le gérer. On leur fait confiance en leur donnant plus de missions, notamment sur l'orientation, qui est un point majeur. Moi qui étais rapporteur de la réforme Parcoursup, je peux vous dire que l'orientation, c'est un sujet clé. On transforme la voie professionnelle aussi pour permettre aux jeunes d'accéder plus facilement à l'apprentissage. Combien d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat? C'est compliqué de fixer un objectif, mais ce qui est quoi, 200 000 à peu près aujourd'hui? Je crois que c'est ça, plusieurs centaines de milliers. Il y a 1 million de jeunes aujourd'hui qui sont sans formation, ni qualification, ni emploi. 1 million? 1 million. Les NEETs, comme on dit, sans emploi, ni qualification, ni emploi. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge, ça? C'est 18-25 ans. D'accord. Voilà. Ils ne travaillent pas. Ils ne sont pas à l'université ou dans l'enseignement supérieur, ils ne sont pas à l'école, ils n'ont pas de formation. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est ça. Donc ce dispositif, il s'adresse beaucoup à eux? Il s'adressera, oui, en grande partie à eux, avec la formation professionnelle aussi. Mais l'idée, c'est de dire que à partir du lycée et jusqu'à l'entrée dans la vie active, on veut refonder complètement la manière dont les jeunes sont accompagnés vers l'emploi. On le fait en transformant la formation professionnelle, la voie professionnelle scolaire aussi. Ça, c'est un point qui est annoncé aujourd'hui. De M. Blanquer. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé aujourd'hui. C'est un point aussi important. D'accord. Il faut simplifier les CAP, transformer la manière dont c'est le modèle, c'est le modèle allemand sur l'apprentissage? Oui, l'Allemagne a beaucoup de choses à nous dire. Ils ont pris de l'avance et on rattrape un retard. Alors je sais qu'il y a un sujet qui vous est particulièrement familier, c'est celui de l'audiovisuel public. Normalement, il doit y avoir des annonces prochainement sur la réforme de cet audiovisuel public. D'abord, quand? Et deuxièmement, dans quel cadre? Alors, quand, c'est le gouvernement qui le dira, mais
C'est imminent. C'est Madame la ministre qui va le faire, Françoise Nyssen qui porte le sujet. Sur le fond, c'est un sujet sur lequel on a travaillé au Parlement avec un certain nombre de députés. L'enjeu, c'est de dire quoi? C'est de dire que aujourd'hui, la redevance télé, qui est payée par les Français, c'est 138 € par an. Ça revient à 11-12 € par mois. C'est ce que paye aujourd'hui quelqu'un qui veut s'abonner à Netflix. Quand on s'abonne à Netflix, on sait qu'on a des contenus de qualité et qu'on a la maîtrise du temps et de l'espace dans leur consommation via le smartphone, la tablette, etc. On n'a pas d'information néanmoins. Hein. Voilà, on n'a pas d'information. Mais on a ça. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui pour l'audiovisuel public? La réponse n'est pas tout à fait oui. Le service public est de mauvaise qualité aujourd'hui? Non, je ne dirais pas qu'il est de mauvaise qualité, je dis qu'il est en retard sur un certain nombre de nouveaux usages. Et que ces usages ils vont continuer à augmenter demain avec la voiture autonome. Le volant aura été transformé par un écran, il y aura plus de consommation de contenu. La question c'est comment est-ce qu'on anticipe pour que l'audiovisuel public ait un rôle dans cette nouvelle... Il faut mettre moins d'argent? Il faut faire des économies, mais ça, c'est dans tous les secteurs de l'État. Parce qu'on parle d'économies importantes, hein, on parle de 500 millions d'euros, j'ai entendu. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des économies qui sont demandées à tous les opérateurs de l'État. Mais ce n'est pas le sujet de la réforme. La réforme, c'est autre chose. C'est de dire, on veut que l'audiovisuel s'adapte aux nouveaux usages des Français et permettre de faire en sorte que les Français continuent à avoir confiance dans leur audiovisuel public, continuent à consentir à son financement. Alors, vous êtes de La République En Marche. De temps en temps, on entend que le bateau... vous n'êtes pas tous d'accord, hein. Notamment Madame Bourguignon, Brigitte Bourguignon, qui est députée du Bas-de-Calais, dit nous avons le devoir de faire plus et plus vite pour ceux qui ont moins. Elle juge que la baisse, par exemple, des APL cet été était une erreur, tant sur le fond que sur la forme. Est-ce qu'il y a toujours ces tiraillements entre ceux qui sont plutôt plus libéraux et d'autres qui seront plus étatistes, plus interventionnistes? C'est des déclarations assez marginales. Parce qu'au fond, il y a des députés qui viennent de la gauche, j'en fais partie, il y en a qui viennent de la droite, mais très majoritairement, on est tous autour du projet d'Emmanuel Macron. Vous arrivez à vous réunir autour du projet? Bien sûr, on se réunit autour du projet d'Emmanuel Macron. Et moi, j'entends des gens qui disent qu'il faut faire plus et plus vite, mais qui commencent par dire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Quand on dédouble les classes en REP et REP+, quand on transforme la formation professionnelle, l'apprentissage, quand pour les quartiers, on double le budget de l'ANRU, on fait les emplois francs, on crée la police de sécurité du quotidien. Il faut le dire, ça. Nous, ce qu'on fait, et c'est peut-être différent et peut-être que certains ne l'appréhendent pas directement, on considère que les inégalités en France, c'est moins des inégalités de revenus que des inégalités de destin. Et qu'il faut agir structurellement dès le départ pour permettre de les résoudre. Et c'est ce qu'on fait avec l'éducation, c'est ce qu'on fait avec la formation, ce qu'on fait avec l'enseignement supérieur. On ne verra peut-être pas les effets immédiatement, puisque par définition, on s'occupe d'enfants qui sont aujourd'hui jeunes, mais à long terme, c'est ça qui va transformer le pays. Une question de fond. On dit que la philosophie politique d'Emmanuel Macron, elle est davantage individualiste que collective. Je ne crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je crois que le pays s'est engagé sur une pente individualiste ces dernières années parce qu'il n'y avait plus de projets. Il n'y a plus de projet collectif. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit aux Français? Il dit « Notre pays a des opportunités énormes. Avec l'intelligence artificielle, la nouvelle économie, on met le paquet là-dessus. Avec le Brexit, qui peut être aussi une opportunité en termes de création d'emplois et de richesse. » Et il dit « Je veux que tous les Français puissent saisir ces opportunités. » Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, on fait de la formation pour leur permettre de se former à ces nouveaux métiers, tous les Français. On fait la réforme du rail, parce qu'on ne le dit pas, mais le rail, quand on met 36 milliards d'euros sur le réseau pour le moderniser, ça va permettre aussi aux Français de circuler davantage et d'aller saisir des offres d'emploi qu'ils ne peuvent pas saisir aujourd'hui parce qu'il leur faut 1h30, 2 heures de RER pour y aller, alors qu'à vol d'oiseau, ce n'est pas très loin de chez eux. Tout ça, tout ce projet, il a vocation à dire, aujourd'hui, il y a des Français qui sont freinés par des blocages pour saisir un emploi, pour s'émanciper. Et donc nous, on va répondre à la demande de tous ces Français en cassant ces blocages. Voilà, on est avec Gabriel Attal dans les studios du Figaro et on continue avec le député des Hauts-de-Seine en compagnie de Jérémy Pontieux qui vient venir poser vos questions. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Attal. Bonjour. Alors première question de Pat qui dit, a-t-on réellement besoin d'autant de chaînes publiques? La question, ce n'est pas le nombre de chaînes publiques, c'est de savoir si on a une offre qui s'adresse à tous les usages, à tous les usagers. Moi, ce que je considère, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une chaîne linéaire pour les jeunes. Les jeunes, ils ont évolué, aujourd'hui, ils ne regardent plus la télé comme les autres. Et donc, si on veut vraiment les toucher, si on veut vraiment produire des contenus qui leur sont destinés, il faut mettre le paquet et créer un champion de l'audiovisuel public sur le digital. C'est ce qu'ont fait les Britanniques avec BBC C'est ce qui va se passer avec France 4 et le Move? C'est ce que moi je propose. On verra si ça sera retenu par le gouvernement. Moi je considère qu'il faut mettre les moyens, les talents de Move et de France 4, les regrouper sur le numérique pour créer un champion du numérique pour les jeunes.
Alors, autre question, l'Assemblée a rejeté l'interdiction des publicités pour aliments trop gras. Certains de nos internautes ont la sensation qu'il s'agit là d'un choix dirigé par la pression des gros groupes. Cette nuit, oui. C'était cette nuit. Pourquoi cet amendement a-t-il été rejeté? C'est la question Alors, des internautes. c'était un amendement qui visait à inscrire un score nutritionnel sur les publicités pour les aliments qui était porté par mon collègue Olivier Véran. Il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet juridique de droit européen qui rend difficile pour la France de s'engager dans cette voie seule. Et puis il y a un sujet qui est important, qui est que aujourd'hui, le vrai sujet, c'est quand même de s'adresser aux Français au moment où ils vont faire leurs achats. Et il y a un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement précédent, qui est le score nutritionnel, qui est en train d'être développé et sur lequel on pousse les acteurs à s'engager et à l'adopter. Et c'est ça aujourd'hui qui doit C'est quoi le score nutritionnel? Le score nutritionnel, c'est un dispositif qui commence à être de plus en plus présent sur les produits que vous allez acheter. Il y a des distributeurs qui s'engagent, qui permet de dire sur un aliment, savoir si il est bon pour votre santé ou pas. On ne le sait pas, mais entre 5 sortes de pizzas au supermarché, il y en a qui sont bien meilleures pour votre santé que d'autres. C'est important que les Français puissent le voir facilement. Autre question de le commentaire, au moins c'est assez clair. Pourquoi ne pas décentraliser la diminution de vitesse à 80 km/h au département? C'est sa question. C'est un arbitrage qui a été fait. Vous êtes favorable à cette mesure-là? Oui, moi je suis favorable. J'ai entendu le Premier ministre qui a dit que les expérimentations qui avaient été menées dans plusieurs départements ont montré qu'il y avait eu une diminution. Donc il faut y aller. En revanche... Vous n'êtes pas tellement concerné dans les Hauts-de-Seine. Hein. Voilà, c'est pour ça que je parle des expérimentations qui ont eu lieu, puisque je n'ai pas d'expérience dans ma circonscription sur le sujet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Premier ministre s'est engagé à ce que dans 2 ans, on fasse le point. Si on se rend compte dans 2 ans que ça n'a pas eu d'effet, et que, en gros, ça a gêné les Français sans qu'il y ait d'effet sur la baisse de la mortalité, on reviendra dessus. C'est aussi ça notre ligne, c'est le pragmatisme et de dire on peut tenter des choses, on peut expérimenter, et si on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction, on revient dessus. C'est un gage important. J'avais une autre question de Arnaud92 qui lui revient sur des pro-Erdogan qui ont fait retirer la une du Point ce week-end. Il juge cela inadmissible, c'est votre position aussi je trouve ça totalement... Il faut expliquer qu'Erdogan faisait la une du Point, du magazine Le Point, et que dans certaines régions, il y a eu des manifestations de personnes d'origine turque d'ailleurs, qui ont réclamé à ce qu'on retire ces affiches. Tout à fait. Je trouve ça absolument inacceptable et scandaleux. La France, c'est un pays de droit, où il y a une liberté de la presse, la liberté d'informer, et il n'est pas question qu'on importe en France des pratiques qu'on peut voir dans certains pays, peut-être celui de M. Erdogan, où la presse est muselée, où elle n'est pas capable... C'est un dictateur, Erdogan? C'est un autocrate. Un autocrate. C'est-à-dire un peu moins que dictateur. Il y a des élections en Turquie, donc on peut pas dire que c'est un... Et quand vous entendez que certains traitent, notamment la France insoumise, M. Macron d'autocrate précisément. Oui, mais c'est l'irresponsabilité dans les mots. Je veux dire, on entend des gens de la France insoumise, des élus, des députés, dire par exemple qu'il faut renverser le président de la République. Comment on peut dire quelque chose comme ça quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays où pour le coup, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de liberté. C'est l'irresponsabilité dans les paroles. Et en tenant ce genre de propos, ils ne peuvent pas s'étonner ou se dédouaner du fait qu'il y ait des violences dans les manifestations ou qu'il y ait des actes inadmissibles. Donc ils ont une responsabilité. Dernière question. Dernière question. Alors le SAMU social de Paris, lui, veut ouvrir les premiers bains-douches exclusivement réservés aux femmes. Chris, lui, se félicite de cette mesure. C'est votre cas également. Et certains s'interrogeaient, je précise aussi des internautes, sur le fait de réserver ça uniquement aux femmes. Vous me l'apprenez, donc je le découvre. Je découvre. J'ai tendance à penser qu'il ne faut pas réagir dans la précipitation, donc je vais regarder ça. D'accord. Voilà. C'était le talk de Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine de La République En Marche, qu'on remercie de ses réponses. Merci Jérémy Pontieux. Merci. Et à demain pour de nouvelles aventures.